Il y a des siècles, on pouvait s'en tirer après avoir commis presque n'importe quel crime. Peu importe son horreur, le manque de technologie et de techniques médico-légales rudimentaires rendait l'identification d'un suspect extrêmement difficile, sans même parler d'une condamnation. Mais en 2025, il semble que presque chaque jour, une nouvelle affaire classée soit résolue grâce aux avancées de la science forensique moderne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons revenir sur 4 affaires non résolues, particulièrement troublantes, finalement élucidées grâce à l'ADN. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si le sujet vous intéresse, et de laisser un commentaire pour nous dire quelle affaire vous a le plus marqué. Una Crown. En 2013, une Crown était une femme retraitée de 86 ans qui vivait seule à Wisbech, une petite ville de marché du Cambridgeshire en Angleterre. Son mari était décédé 4 ans plus tôt et elle n'avait pas d'enfant. Elle passait donc la majeure partie de son temps seule. Les voisins se souvenaient d'elle comme d'une femme très soucieuse de sa sécurité, qui gardait souvent portes et fenêtres verrouillées, même lorsqu'elle était chez elle. C'était la dernière fois qu'Una a donné signe de vie, c'était le 12 janvier 2013 à 17h, lors d'un appel téléphonique avec une amie. Le lendemain, le 13 janvier, son neveu, par alliance, est passé la chercher pour une sortie prévue de longue date. C'est alors qu'il a découvert son corps sans vie dans le couloir de son bungalow. Sa mort avait été particulièrement violente. Du sang s'était répandu autour de son corps et des journaux brûlés étaient éparpillés sur les lieux. Bien que son corps présente des brûlures, l'incendie ne s'était pas propagé au reste de la maison et semblait s'être éteint de lui-même. Une partie de ses vêtements avait été brûlée, ce que la police pensera plus tard être une tentative de destruction de preuves. Sa bague de mariage, la clé de la porte d'entrée et 80 livres sterling en liquide avaient disparu. Malgré la scène troublante, les policiers présents ont d'abord conclu que la mort n'était pas suspecte. Ils ont suggéré qu'Una se serait accidentellement enflammée en utilisant sa cuisinière avant de mourir d'une crise cardiaque. Bien qu'elle présentait des entailles au niveau de la gorge, ils ont estimé qu'elles étaient dues à la pression de son écharpe lorsqu'elle s'était effondrée. L'autopsie, cependant, a contredit plusieurs de ces hypothèses. Le 15 janvier, le médecin légiste a conclu à un homicide après avoir découvert non seulement des blessures au cou, mais aussi plusieurs coups de couteau à la poitrine. Malheureusement, la maison d'Unag n'avait pas été traitée comme une scène de crime, les policiers étant convaincus de leur première théorie. Entre sa mort et la requalification de l'affaire en homicide, certaines preuves, dont une clé, avaient été nettoyées. Les ambulanciers, les pompiers, les employés des pompes funèbres et les policiers avaient tous circulé librement sur les lieux, déplaçant divers objets. En avril, l'émission Crime Watch de la BBC a diffusé une reconstitution des derniers déplacements connus d'Una et lancé un appel à témoins sans résultat concluant. L'année suivante, en juin 2014, 2 hommes âgés de 40 et 36 ans ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre, mais ils ont finalement été relâchés sans inculpation. Pendant plus de 10 ans, l'affaire Una Crown est restée non résolue. En 2023, elle a de nouveau été présentée dans Crime Watch et Crime Stoppers a offert une récompense pouvant atteindre 20 000 livres pour toute information menant à une condamnation. Malgré cela, l'enquête est restée au point mort pendant plusieurs mois. Finalement, plus tard cette même année, l'ADN a permis de relier un homme nommé David Newton au crime. En février 2025, il a été reconnu coupable du meurtre d'Una Crown. La police du Cambridgeshire a indiqué que le soir du meurtre, Newton avait été vu en état d'ébriété, marchant en direction du domicile d'Una vers 20h30. Fait notable, il avait déjà été interrogé en 2013, peu après les faits, mais avait nié toute implication. Il avait déclaré connaître la vieille dame simplement de vue, au point de la saluer lorsqu'ils se croisaient, et avoir réparé une serrure de porte chez elle en 2012. Selon lui, leur relation s'arrêtait là. Il a été découvert par la suite qu'il avait profité de cette réparation pour faire une copie supplémentaire de la clé. Lorsque Newton a été officiellement inculpé en 2023, il était âgé de 70 ans. Les analyses ADN effectuées sur des cellules de peau retrouvées sous les ongles d'Una
ont révélé qu'elles étaient 28 000 fois plus susceptibles de provenir de Newton ou d'un proche parent. Des investigations complémentaires ont permis d'écarter cette dernière hypothèse. Lors de son second interrogatoire, Newton a refusé de répondre aux questions. Il n'a fourni aucun témoignage durant son procès et la défense n'a appelé aucun témoin. Les enquêteurs ont également découvert qu'il avait dépensé de l'argent de manière inhabituelle le 13 janvier, puis qu'il avait effectué un dépôt bancaire le 14 janvier, une première depuis 15 mois. David Newton a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mary McLaughlin. Dans la nuit du 26 septembre 1984, Mary McLaughlin, une mère de 11 enfants, âgée de 58 ans, est sortie passer la soirée avec l'une de ses filles dans leur ville de Glasgow, en Écosse. Elle aurait passé une grande partie de la nuit à boire et à jouer au domino dans ce qui était alors connu sous le nom du pub Hindland, dans le West End de la ville. Catherine, la fille qui l'accompagnait ce soir-là, se souvenait que sa mère ne semblait pas ivre, mais au contraire d'excellente humeur, joyeuse et optimiste. Catherine a expliqué à la police et aux médias qu'elle avait quitté le pub avant sa mère, afin de prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle ne reverra jamais Mary. De son côté, Mary a été vue pour la dernière fois quittant le pub vers 22h45 afin de rentrer à pied jusqu'à son appartement, situé à moins d'1 kilomètre. En chemin, elle s'est arrêtée dans une friterie de Bombarton Road où elle a sonté à acheter des beignets et des cigarettes. Elle semblait de bonne humeur. Un chauffeur de taxi du quartier, qui connaissait Mary, se souvenait l'avoir vue marcher dans la rue, ses chaussures à la main. Mary n'était pas en contact régulier avec sa grande famille, dispersée dans plusieurs villes d'Écosse. Cependant, une fois par semaine, l'un de ses fils, Martin Cullen, âgé de 24 ans, passait lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Le 2 octobre, soit environ 6 jours après la sortie nocturne de Mary avec Catherine, Martin s'est rendu à l'appartement de sa mère. Celle-ci n'a pas répondu à la porte, et il a alors remarqué une odeur nauséabonde provenant de l'intérieur. Il a réussi à obtenir un double des clés auprès d'un voisin, mais n'est pas parvenu à ouvrir la porte. Il a finalement dû la forcer en la défonçant. Martin était accompagné de sa compagne de l'époque. C'est elle qui est entrée la première dans l'appartement, a découvert le corps de Mary et s'est mise à hurler. Mary avait été agressée sexuellement et étranglée à mort. Sa robe avait été grossièrement remise sur son corps par son agresseur, mais à l'envers. À l'époque, les enquêteurs disposaient de très peu d'éléments. La vidéosurveillance, les relevés de téléphones portables, la police scientifique numérique et l'ADN étaient soit inexistants, soit encore à leur balbutiement. La police a donc dû s'appuyer sur des méthodes traditionnelles, comme le porte-à-porte et le ratissage du quartier. Des centaines de témoignages ont été recueillis, mais sans parvenir à dégager de pistes sérieuses, l'affaire a été rouverte et réexaminée à de nombreuses reprises au fil des décennies, mais pendant 35 ans, elle est restée non résolue. En 2014, de nouvelles avancées dans les techniques d'analyse ADN ont redonné espoir à la police et à la famille de Mary, convaincus que la vérité finirait enfin par émerger. Auparavant, les experts ne pouvaient analyser que 11 marqueurs ADN individuels, mais grâce aux nouvelles technologies, ils pouvaient désormais en identifier 24, ce qui augmentait considérablement les chances de trouver une correspondance, même à partir d'échantillons d'ADN plus petits ou de moindre qualité. En 2019, les enquêteurs ont décidé de défaire un nœud dans le lien utilisé pour étrangler Mary des décennies plus tôt, dans l'espoir que le meurtrier y ait laissé son ADN. La chance leur a souri. L'analyse a permis d'extraire un profil ADN, et suivre le meurtrier est devenu facile. Son ADN était déjà enregistré dans la base de données. Une cigarette retrouvée sur les lieux a également été testée, et cet échantillon a confirmé que le suspect, identifié par la police, était bien le coupable. L'homme en question s'appelait Graham McGill. Il avait 23 ans au moment du meurtre de Mary. Les procureurs découvrirent qu'il avait entamé la conversation avec Mary alors qu'elle rentrait chez elle, et qu'elle l'avait soit invitée à entrer, soit qu'il l'avait suivie à l'intérieur. À ce moment-là, Mary vivait seule. L'accusation expliqua au jury que Mary McLaughlin était une personne amicale et confiante, une qualité qui, malheureusement, aurait contribué à sa mort. McGill avait déjà été condamné pour viol en 1981 et se trouvait dans les dernières semaines d'une peine de 6 ans, réduite de moitié en 1984 pour bonne conduite.
Quelques jours avant le meurtre, le 21 septembre, il avait bénéficié d'une libération temporaire d'une prison d'Édimbourg. Il s'est rendu à Glasgow, a violé et tué Mary, puis est retourné en prison le 27 septembre. Avant de quitter les lieux, il avait utilisé les clés de la maison de Mary pour verrouiller la porte derrière lui. En 1999, il a de nouveau été incarcéré après une agression avec intention de viol et finalement libéré en 2007. Au moment de son arrestation pour le meurtre de Mary, en 2019, Graham McGill était toujours suivi par les autorités en tant que délinquant sexuel. Les enquêteurs ont d'ailleurs noté qu'il s'était montré visiblement choqué lorsque la police s'est présentée à sa porte. Les autorités ont ensuite réussi à retrouver son ex-femme, Suzanne Russell. Elle leur a révélé que McGill lui avait avoué, des années auparavant, avoir tué une femme. Il l'avait cependant menacée de mort si elle en parlait à qui que ce soit. Le juge a souligné que Graham McGill n'avait montré aucun remords pour son crime. Martin, le fils de Mary, celui qui a découvert son corps, a déclaré « J'espère qu'il mourra en prison ». Christine Galagos. Le 15 mai 1985, Christine Galagos, âgée de seulement 18 ans, annonce à sa famille, y compris à son fiancé, qu'elle compte faire de l'autostop pour se rendre au travail ce soir-là. Elle est vue pour la dernière fois sur la 4000 Ouest, à Salt Lake City, dans l'Utah, vers 22h30 en direction de l'autoroute. Mais Christine ne sera jamais revue vivante. Aux toutes premières heures du matin suivant, à 3h50, un passant découvre son corps près de ce qu'on appelait alors Dirks Field, non loin du 1384 South Jefferson Street. La mort de Christine a été d'une violence extrême. Elle avait été sauvagement battue, agressée sexuellement, poignardée, puis abattue mortellement par balle. Les enquêteurs ont immédiatement compris, en arrivant sur les lieux, que la jeune femme s'était battue avec acharnement pour sa vie. L'un des policiers dira plus tard « Il y a eu une lutte violente. Elle a été poignardée à l'extérieur de la voiture. » Une traînée de sang menait jusqu'au caniveau de Jefferson Street. Les enquêteurs ont alors supposé que son meurtrier était quelqu'un qui l'avait prise en stop, prétendant l'emmener au travail, avant de l'emmener dans une zone isolée où elle a été attaquée. Dans les semaines qui ont suivi, de nombreuses personnes ont été interrogées et des dizaines de témoignages recueillis. Pourtant, aucun suspect n'a jamais été formellement identifié et aucune arrestation n'a eu lieu. Très vite, l'affaire est tombée dans l'oubli. Au fil des années, elle a été rouverte et réexaminée à plusieurs reprises. Mais aucune piste crédible n'a émergé, même lorsque les analyses médico-légales sont devenues monnaie courante dans les enquêtes criminelles. Ce n'est qu'en 2023 que l'enquête a enfin connu une avancée majeure, lorsque le comité de révision des affaires non résolues de l'État a suggéré d'explorer une nouvelle piste, le recours au test ADN généalogique. Grâce à cette méthode, la police a pu identifier un suspect, Ricky Lee Stallworth. En 1985, il était âgé de 27 ans et servait comme aviateur sur la base aérienne de Hill Air Force Base. Son nom n'était jamais apparu lors de l'enquête initiale et il n'avait jamais été interrogé. Un prélèvement ADN volontaire, effectué auprès d'un membre de sa famille, a confirmé que Stallworth était bien responsable de l'horrible agression sexuelle de Christine, ainsi que de son meurtre. En se penchant davantage sur son passé, les enquêteurs ont découvert que, durant les 2 dernières années de sa vie, Stallworth était connu sous le surnom de State Street Stalker. La police l'avait déjà interpellé à plusieurs reprises pour ses interactions suspectes avec des travailleuses du sexe sur State Street. Il disait régulièrement à sa femme qu'il sortait pour la nuit et ne rentrait qu'au petit matin sans la moindre explication. Une de ses ex-femmes n'a d'ailleurs pas été surprise lorsque la police s'est présentée chez elle pour l'interroger à son sujet. Elle a réagi de la même façon lorsque les enquêteurs lui ont annoncé qu'ils allaient collecter de l'ADN pour vérifier s'il pouvait être impliqué dans d'autres affaires non résolues. En revanche, une autre de ses ex-épouses, mariée avec lui pendant 19 ans, n'y croyait pas. Pour elle, c'était impossible. Puisqu'il n'avait jamais été violent avec elle, comment aurait-il pu l'être avec quelqu'un d'autre ? Elle a expliqué qu'en presque 20 ans de vie commune, il ne lui avait jamais levé la voix, ni la main. Et elle a ajouté, désemparée,
Comment peut-on passer de ça à tuer quelqu'un? En 19 ans, il y aurait forcément eu un signe. Non. À ce jour, une question demeure sans réponse. Stallworth connaissait-il Christine avant sa mort ou a-t-elle simplement été victime d'un crime d'opportunité? Malheureusement, il est décédé en 2023. Avant même que la correspondance ADN ne soit établie, il ne pourra donc jamais être interrogé dans le cadre de cette affaire. Patricia Kalitzky et Lloyd Dwayne Bogle. Le 3 janvier 1956, 3 garçons du Montana partent faire une randonnée, quand sans le savoir, ils tombent sur une scène de crime absolument horrible, au bord de la rivière Sun, dans le parc de Wadsworth, au nord-ouest de Great Falls. Ils découvrent le corps de Lloyd Dwayne Bogle, un aviateur de seulement 18 ans, originaire du Texas. Il est étendu au sol, une balle dans la tête, les mains attachées dans le dos avec sa propre ceinture. Une image glaçante. Le lendemain, des employés des routes du comté font une autre découverte terrifiante. Le corps de Patricia Kalitzky, une lycéenne de 16 ans, est retrouvé juste au nord de Great Falls. Elle a été agressée puis exécutée d'une balle dans la tête. Très vite, les enquêteurs comprennent que les deux jeunes ont été attaqués ensemble. Ils formaient un couple sérieux, parlaient même de fiançailles. Et l'endroit où Lloyd a été tué était connu comme un lieu fréquenté par les amoureux. Les détectives se lancent alors à corps perdu dans l'enquête. Porte à porte, recherche dans les environs, témoignages des habitants. Quelques pistes intéressantes apparaissent. Oui, mais aucune ne mène à quoi que ce soit de concret. Peu à peu, l'affaire s'enlise, puis finit par tomber dans l'oubli pendant près de 60 ans. En coulisses pourtant, comme pour beaucoup d'affaires évoquées aujourd'hui, les enquêteurs continuent à s'acharner. Tous les quelques années, le dossier est rouvert, relu, décortiqué, dans l'espoir qu'un regard neuf fasse enfin émerger un détail crucial. Mais ce n'est qu'en 2012 qu'un véritable tournant se produit. Cette année-là, l'affaire est confiée au sergent détective John Cadner. C'est sa toute première affaire non résolue. Et le défi est immense. En parcourant l'ensemble des informations recueillies et en examinant minutieusement les preuves, il en arrive très vite à une conclusion claire. La seule façon réaliste de résoudre cette affaire passe par l'ADN. Heureusement, malgré l'âge du dossier, certaines preuves médico-légales avaient été conservées. La plus importante d'entre elles, un prélèvement effectué sur le corps de Patricia lors de son autopsie. Dès 2001, il avait été établi que cet ADN ne correspondait pas à celui de Lloyd, ce qui signifiait presque avec certitude qu'il appartenait à leur meurtrier. En 2019, John Cadner parvient enfin à faire une véritable avancée. Il organise des analyses ADN généalogiques à partir de l'échantillon restant. Cette piste le mène jusqu'à un homme, Kenneth Gould, qui vivait à Great Falls avec sa femme et ses enfants au moment des meurtres. Mais un nouvel obstacle surgit. Les enquêteurs découvrent que Kenneth Gould est décédé en 2007 et que son corps a été incinéré. Impossible donc de prélever son ADN directement. Ils se tournent alors vers sa famille et demandent des prélèvements ADN que les proches acceptent de fournir. L'analyse des échantillons est sans appel. Oui, Kenneth Gould est bien responsable du viol de Patricia, ainsi que du meurtre d'elle et de son petit ami Lloyd. À l'époque des faits, Gould n'avait aucun casier judiciaire. Il n'avait jamais été interrogé, jamais été soupçonné. Il n'avait aucun lien avec Patricia ou Lloyd. Tout indique qu'il a agi lors d'un crime d'opportunité. En 1956, il aurait eu 29 ans. Il avait épousé sa femme, Lullabelle Brown, 4 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Après les meurtres, la famille Abigail a vécu quelque temps dans plusieurs communautés du Montana, notamment à Geraldine et Hamilton, avant de déménager dans le Missouri en 1967. Ils ne sont jamais revenus dans le Montana. Des membres de la famille ont déclaré qu'ils étaient à la maison le jour des meurtres, et que Gould avait l'habitude de partir seul, faire de longues promenades à cheval, sans donner d'explication. Gould n'a jamais été lié à d'autres crimes, et même s'il ne peut, aujourd'hui, être poursuivi, les enquêteurs considèrent l'affaire de Patricia Kalitzky et Lloyd Bogle comme officiellement résolue. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour partager vos impressions et vos réactions. Pensez aussi à liker la vidéo
et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et à très bientôt pour une prochaine affaire.